Bonjour et bienvenue pour un nouveau cours de physique-chimie niveau seconde. Nous attaquons aujourd'hui la troisième partie du programme de chimie, à savoir les transformations de la matière. Et nous allons commencer par un chapitre sur les transformations physiques. Nous commencerons par parler des différents changements d'état qui caractérisent les transformations physiques. Puis nous verrons ce que ces changements d'état vont impliquer au niveau atomique ou moléculaire. Puis enfin, nous nous intéresserons à l'énergie nécessaire pour que cette transformation de la matière s'effectue. Commençons déjà par une petite définition. Commençons par définir qu'est-ce qu'une transformation physique. Il s'agit d'une transformation au cours de laquelle la matière va être modifiée. Mais pourtant, les constituants de la matière, que ce soit des ions, des atomes ou des molécules, ils vont rester identiques. Nous verrons dans la deuxième partie du cours que c'est simplement leur organisation qui va changer. Individuellement, les entités, elles ne subiront pas de modification. Autrement dit, une molécule d'eau, H2O, elle va rester à l'identique même si l'état de la matière change. La molécule H2O peut être présente à l'état gazeux, à l'état solide et à l'état liquide. Donc l'exemple de l'eau est le plus parlant. Vous avez des glaçons pour caractériser l'état solide, de l'eau liquide que l'on peut voir mais qu'on ne peut pas saisir, et enfin de l'eau sous forme de vapeur qui elle est invisible comme toutes les matières que l'on retrouve à l'état gazeux. Et la matière va donc pouvoir passer d'un état à l'autre au cours de ce que l'on appellera une transformation physique. Lorsque la matière passe de l'état solide à l'état liquide, nous avons une transformation de fusion. Lorsqu'elle passe de l'état liquide à l'état gazeux, nous avons alors une transformation de vaporisation. Et enfin, même si c'est beaucoup plus rare, la matière peut passer directement de l'état solide à l'état gazeux au cours de ce que l'on appelle une sublimation. Et en réalité, il y a 6 transformations physiques à connaître pour la matière puisqu'elles peuvent s'effectuer dans les deux sens. Si on met de l'eau liquide au congélateur, on va en effet pouvoir obtenir des glaçons. Le passage de l'état liquide à l'état solide étant appelé la solidification. Celui où la vapeur retourne à l'état liquide est appelé la liquéfaction, tandis que lorsqu'un gaz retourne directement à l'état solide, on parle de condensation. Donc la matière va pouvoir se trouver sous ces trois états différents et ceci va en fait dépendre de la température à laquelle se trouve la matière. Lorsque la matière est la plus froide, elle va se retrouver à l'état solide. Mais si elle chauffe suffisamment, elle va passer à l'état liquide. Et si elle chauffe encore davantage, alors elle passera à l'état gazeux. Si on prend l'exemple de l'eau, vous savez que si sa température est négative, alors on va retrouver l'eau sous forme solide. Alors que si sa température est comprise entre 1 degré Celsius et 99 degrés Celsius, alors l'eau sera à l'état liquide. Et au-delà de 100 degrés Celsius, l'eau sera sous forme de vapeur, donc à l'état gazeux. Sachez que dépendamment de la pression, on va pouvoir obtenir de l'eau sous forme de vapeur à des températures inférieures à 100 degrés Celsius. Si vous observez bien votre courbe, vous voyez que lors de la transformation de fusion, par exemple, la matière elle va se trouver sous deux états en même temps. Les glaçons sont en train de fondre et on retrouve de l'eau, une partie de l'eau à l'état liquide, comme une partie qui est en fait encore de la glace. L'ensemble de la matière reste alors à ce moment-là à une température de 0 degré Celsius pendant un certain temps. C'est ce que l'on appelle le palier de température. C'est pendant ce moment-là que va s'effectuer en fait notre transformation physique de la fusion. Puis lorsque la matière aura dépassé cette température, qu'elle sera 1 degré Celsius par exemple, alors l'eau sera entièrement à l'état liquide. Puis on va pouvoir chauffer cette eau jusqu'à 20 degrés Celsius, 30 degrés Celsius, jusqu'à même 100 degrés Celsius, si on est dans des conditions de pression atmosphérique normale bien sûr. Et à ce moment-là, à 100 degrés Celsius, la matière elle va de nouveau pouvoir se trouver sous deux états, en l'occurrence l'état liquide et l'état gazeux. Et ce, pendant un certain temps, le temps nécessaire pour que la transformation physique s'accomplisse. Ici, la transformation de vaporisation. Nous avons donc deux paliers de température sur notre courbe. Et c'est lors de ces paliers que s'effectuent nos transformations physiques que nous allons pouvoir noter grâce à des équations de manière très simple puisque les entités chimiques, comme nous avons vu, elles vont rester les mêmes durant la transformation chimique. La molécule d'eau restera sous la forme d'une molécule d'eau. Il nous suffira juste d'écrire de part et d'autre de la flèche représentant la transformation
sous quel état se trouve la matière. Regardons par exemple lorsque l'eau se vaporise, c'est-à-dire qu'elle passe de l'état liquide à l'état gazeux, nous allons noter de part et d'autre de la flèche les molécules d'eau qui ne seront pas modifiées au cours de la transformation physique. On place en indice un petit L pour signifier qu'avant la vaporisation, l'eau se trouvait bien à l'état liquide. Et de l'autre côté de la flèche, on place en indice un petit G pour signifier qu'après la transformation, l'eau va se trouver à l'état gazeux. Si on parle maintenant d'une transformation de fusion, il faut mettre à gauche de la flèche un petit S en indice de la molécule d'eau et à droite de la flèche un petit L en indice de la molécule d'eau. Puisqu'au cours d'une transformation de fusion, la matière passe de l'état solide à l'état liquide. Et ceci est valable pour toute la matière. Si ce sont des molécules de saccharose qui subissent une transformation de fusion, autrement dit si on est en train de fondre du sucre, il faudra mettre de part et d'autre de la flèche représentant la transformation des molécules de saccharose et non des molécules d'eau. Et si les molécules ne changent pas au cours d'une transformation physique, qu'est-ce qui va bien pouvoir changer? En fait, c'est l'agencement des molécules ou des atomes si on parle d'un corps pur simple comme le fer, voire des ions si on parle d'un composé ionique comme le sel. Mais en tous les cas, ces particules, lorsque la matière est à l'état solide, on va les retrouver immobiles et extrêmement bien organisées, de manière régulière, formant d'ailleurs ce qu'on appelle une structure cristalline. Mais retenez surtout que pour l'état solide, les particules, que ce soit des ions, des molécules ou des atomes, ils sont immobiles et extrêmement bien organisés. Alors que lorsque la matière est à l'état liquide, les particules, les entités chimiques, elles vont se trouver en mouvement. Elles vont se déplacer légèrement les unes par rapport aux autres. Et leur structure sera désorganisée, contrairement aux molécules présentes dans les glaçons par exemple. Pour l'état liquide, dans une goutte d'eau, les espèces chimiques, elles sont en mouvement. Les molécules d'eau sont en mouvement et elles sont désorganisées, même si elles restent liées entre elles et donc très proches les unes des autres. Par contre, si on regarde la structure d'une espèce gazeuse, on va s'apercevoir que les particules, elles sont très éloignées les unes des autres. Elles vont d'ailleurs se déplacer assez rapidement dans l'espace qui s'offre à elles et parfois se cogner. Donc pour cet état gazeux, il faut retenir que les particules, elles se déplacent rapidement et qu'elles sont éloignées. Si on reprend finalement notre courbe d'évolution de la température au cours du temps, on voit que lorsque l'on chauffe les particules qui sont à la base organisées à l'état solide, elles vont commencer à se mettre en mouvement lors de la transformation de fusion. Puis à l'état liquide, elles seront toutes désordonnées mais en restant liées entre elles. Et lors d'une transformation de vaporisation, elles vont commencer même à se séparer pour finalement se retrouver très espacées les unes des autres et se déplacer à des grandes vitesses. Donc finalement, plus on chauffe la matière, plus les particules qui la constituent vont se désordonner. On dit que lors d'une transformation de fusion ou de vaporisation, ou même de sublimation, on va vers le désordre microscopique. Et en revanche, lorsque la température de la matière diminue, alors les particules, elles vont ralentir. Elles vont se rapprocher pour passer déjà de l'état gazeux à l'état liquide. Puis en refroidissant encore, elles vont se ranger de manière compacte pour demeurer immobiles et adopter une structure cristalline lors du passage de l'état liquide à l'état solide. Donc lorsqu'un corps se refroidit, on dit que les particules qui le constituent, elles vont s'ordonner. Donc le fait que les particules se mettent en mouvement et s'espacent, ou alors qu'elles ralentissent pour s'ordonner, est en fait dû à un gain ou à une perte d'énergie sous forme thermique. Donc commençons par voir le cas où la matière reçoit de l'énergie sous forme thermique, donc à travers quelques exemples. Prenons le cas des glaçons, donc de l'eau à l'état solide. Lorsque le glaçon reçoit de l'énergie thermique, ces particules elles vont se mettre en mouvement et se désordonner. Alors l'eau, elle va passer de l'état solide à l'état liquide. Nous avons une transformation ici de fusion. Si on a maintenant de l'eau à l'état liquide dans une casserole et qu'on la chauffe, suite à l'apport d'énergie thermique, les particules qui sont déjà désordonnées, mais encore compactes, à l'état liquide, vont se séparer les unes des autres et commencer à se déplacer dans l'espace.
L'eau de la casserole passe alors de l'état liquide à l'état gazeux. Nous avons notre transformation de vaporisation. Passons maintenant à la transformation de sublimation, où la matière va passer directement de l'état solide à l'état gazeux, ce qui est bien plus rare dans la vie de tous les jours, étant donné qu'il faut un apport d'énergie conséquent. Mais on peut penser à certaines sondes spatiales qui sont équipées en fait de boucliers en lithium qui vont leur permettre d'affronter des températures extrêmes. En fait, ce bouclier en lithium qui est à l'état solide, lorsque la sonde va entrer dans l'atmosphère d'une planète où les températures sont extrêmes, le bouclier va en fait directement passer de l'état solide à l'état gazeux en absorbant une très grande quantité d'énergie thermique. Donc le lithium va passer directement de l'état solide à l'état gazeux. Nous avons une transformation de sublimation. Pour ces trois transformations, donc de fusion, vaporisation et sublimation, la matière absorbe de la chaleur et on qualifie donc ces transformations d'endothermiques. Endothermique puisque la chaleur rentre dans la matière. Ce terme est à retenir. Mais vous savez qu'il existe trois autres transformations physiques durant lesquelles la matière va se refroidir. Ceci est dû au fait que la matière va en fait libérer de l'énergie thermique vers le milieu extérieur. Et puisque les particules donnent de l'énergie, elles vont alors ralentir et s'ordonner. Si on pense par exemple à un bac de glaçons que l'on remplit d'eau liquide et que l'on met au réfrigérateur. Ici, l'énergie thermique, elle va sortir de l'eau liquide pour aller vers le milieu extérieur, donc vers le congélateur. Alors, les molécules d'eau, elles cèdent bien de l'énergie, elles vont ralentir et s'organiser sous une structure cristalline. L'eau est alors passée de l'état liquide à l'état solide. Nous avons bien eu une transformation de solidification de la matière. C'est également le principe de fonctionnement des chaufferettes que certains ont pu utiliser à la montagne, qu'on place dans nos gants pour réchauffer nos mains. En fait, ces chaufferettes sont à la base constituées d'un liquide qui est maintenu en surfusion et il y a une petite pastille que lorsqu'on va briser, elle va produire un choc thermique qui va faire que le liquide va commencer à se solidifier. Donc, puisque c'est une transformation de solidification, les particules elles vont ralentir et libérer de l'énergie thermique vers le milieu extérieur, en l'occurrence vers nos gants, ce qui va réchauffer nos mains. Une autre transformation que l'on peut observer lorsqu'on va au sauna ou au hammam, les pièces sont chauffées mais à des températures inférieures à 100 degrés Celsius. Et lorsque vous regardez une vitre ou une glace, vous allez voir de la buée ou des gouttelettes d'eau en fait. Il s'agit de la vapeur d'eau qui est en train de retourner à l'état liquide. Les particules en fait se rapprochent pour former des gouttelettes d'eau. Elles libèrent de l'énergie thermique vers le sauna et on a bien une transformation de liquéfaction puisque l'eau passe de l'état gazeux à l'état liquide. Lorsque vous avez des grosses chutes de température, vous pouvez également avoir du givre qui va venir se former sur les vitres des voitures. Ici, ce sont bien des particules à l'état gazeux qui sont directement venues former du givre solide. Nous avons donc bien une transformation de la matière directement de l'état gazeux à l'état solide, autrement dit une condensation. La chaleur a quitté la matière gazeuse rapidement et les particules se sont directement rapprochées et ordonnées. Et dans ces cas-là, où la matière libère de l'énergie thermique vers le milieu extérieur, et où les particules vont ralentir, voire se figer lorsqu'on va revenir à l'état solide, on dit que les transformations sont exothermiques. Donc à retenir également une transformation exothermique, c'est quand la chaleur elle est libérée vers l'extérieur. Et cela concerne les transformations donc de solidification, liquéfaction et condensation. Ceci est à retenir par cœur pour ce chapitre, transformation endothermique lorsqu'il y a absorption d'énergie et exothermique lorsqu'il y a libération d'énergie. Enfin, il va être possible de calculer cette énergie thermique nécessaire pour une transformation de la matière. On notera cette énergie grand Q puisqu'il s'agit d'une énergie thermique, son unité sera en joules et elle sera égale à petit m fois LT. Et donc notre petit m, c'est la masse en kilogrammes. En effet, il va nous falloir plus d'énergie pour faire fondre
3 glaçons que pour en faire fondre 2. L'énergie thermique nécessaire pour une transformation de la matière est donc directement reliée à la masse de la matière qui subit la transformation. Donc notre petit m s'exprimera ici en kilogrammes. Et notre L indice T, T pour transformation, c'est l'énergie massique de changement d'état qui va dépendre de l'espèce chimique concernée par le changement d'état. En effet, il va falloir une plus grande énergie pour faire fondre du fer que pour faire fondre de l'aluminium. Chaque espèce chimique a sa propre valeur pour l'énergie massique de changement d'état. Et ces valeurs qui sont propres à chaque type de matière, elles ne sont bien évidemment pas à retenir. Elles vous seront données dans les exercices. Par exemple, pour l'eau, l'énergie massique de changement d'état pour une transformation de fusion, c'est 334 kJ par kilogramme. Ce qui signifie qu'il faut 334 kJ pour faire fondre 1 kg de glace. Voyons cette formule à travers un petit exemple d'application. On souhaite fondre 5 kg de glaçons. Quelle est l'énergie thermique Q nécessaire pour cette transformation physique? On applique la formule qui nous dit que l'énergie thermique Q est égale à petit m fois L, avec m la masse de glaçon égale à 5 kg et L l'énergie massique de fusion de l'eau qui nous est fournie dans l'énoncé. Attention, ces énergies massiques de fusion, elles sont assez importantes et elles vous sont souvent données en kilojoules par kilogramme. Il faut donc les convertir si on souhaite trouver notre énergie en joules. Ce qui va nous faire dans ce calcul 1 670 000 joules, nécessaires donc pour faire fondre 5 kg de glaçons. Ou alors, on peut laisser notre énergie massique de changement d'état en kilojoules par kilogramme. Et dans ces cas-là, il ne faudra pas oublier de dire que notre résultat pour l'énergie est en kilojoules. Donc il nous faut 1670 kJ pour faire fondre 5 kg de glace. Maintenant, dans les exercices en classe de seconde, vous en avez l'habitude, quand on a une relation qui va relier 3 grandeurs, on vous en fournit 2 et on veut que vous déterminiez la troisième. On peut par exemple vous donner l'énergie thermique nécessaire pour faire fondre 2 kg de fer et vous demander de trouver quelle est l'énergie massique de fusion propre au fer. Et puisqu'ici on cherche notre énergie massique de fusion, grand L indice fusion, on va isoler ce grand L en faisant passer le petit m de l'autre côté, qui va donc se retrouver au dénominateur. Et en divisant l'énergie qui nous est donnée dans l'énoncé de 30 894 kJ par une masse de 2 kg, on retrouve l'énergie massique de fusion du fer qui est de 15 447 kJ par kilogramme. Ici, notre résultat il est bien en kilojoules par kilogramme puisque nous avons divisé des kilojoules par des kilogrammes. Et en classe de seconde, on note cette unité kilojoules fois kilogramme puissance moins 1. Maintenant, vous avez remarqué que le LT dans notre équation, il est devenu L indice fusion dans les exemples précédents, puisque nous avons parlé uniquement d'énergie nécessaire pour passer de l'état solide à l'état liquide. Sachez qu'il existe en fait plusieurs valeurs possibles pour le grand L suivant la transformation étudiée. Pour la vaporisation de l'eau, par exemple, notre énergie massique de changement d'état vaudra 2265 kJ par kilogramme. Il faut en effet plus d'énergie pour passer de l'état liquide à l'état gazeux que pour passer de l'état solide à l'état liquide, puisque les molécules elles doivent se disperser alors que de solide à liquide elles se désorganisent juste mais elles restent liées entre elles. Il faudra donc que l'eau absorbe plus d'énergie pour que 5 kg d'eau liquide s'évapore qu'il n'a fallu d'énergie pour que 5 kg de glaçons fondent. Donc ceci est valable pour toutes les espèces chimiques. Cette énergie massique de changement d'état que l'on vous donnera dans les énoncés, elle a une valeur différente en fonction du type de transformation, que vous écrirez donc soit L indice fusion si vous êtes dans le cas d'une transformation de fusion, soit L indice vaporisation si vous êtes dans le cas d'une transformation de vaporisation. Et finalement, pour chaque espèce chimique, vous aurez déjà 6 valeurs pour l'énergie massique de changement d'état, correspondant aux 6 transformations possibles.
Vous avez un L fusion, un L vaporisation, un L sublimation et également un L indice solidification, liquéfaction et condensation pour les transformations exothermiques. Vous remarquez que les valeurs pour les transformations exothermiques sont en fait les valeurs opposées de celles des transformations endothermiques. En effet, le L de fusion vaut 334 kJ par kg pour l'eau, tandis que le L de solidification pour l'eau vaut moins 334 kJ par kg. Et si on regarde le L de vaporisation, toujours pour l'eau, il vaut 2265 kJ par kg, alors que le L de liquéfaction, il vaut lui moins 2265 kJ par kg. Ceci sont les valeurs pour l'eau. Terminons avec un dernier exemple. Pour l'eau, justement, si on reprend 5 kg d'eau, cette fois-ci liquide, et que l'on souhaite les congeler, on va donc vouloir passer de l'état liquide à l'état solide. Nous allons cette fois-ci utiliser donc le L indice solidification, qui vaut moins 334 kJ par kg. Nous allons donc ici calculer l'énergie que la matière doit céder pour passer de l'état liquide à l'état solide, et pour que ces particules s'ordonnent et s'organisent sous une structure cristalline, pour finalement trouver moins 1670 kJ. C'est la même quantité d'énergie que nous avions trouvée pour la fusion de 5 kg de glaçons, en valeur absolue en tout cas, puisque cette fois-ci, la valeur trouvée, elle est négative, étant donné que l'énergie quitte la matière. Donc retenez bien que l'énergie thermique que vous allez calculer, elle devra être positive pour des transformations endothermiques, c'est-à-dire lorsque la matière absorbe de l'énergie. Par contre, votre énergie thermique calculée, elle devra être négative pour des transformations exothermiques, lorsque la matière libère cette énergie thermique. Enfin, si on s'intéresse à la valeur absolue de cette énergie thermique calculée, elle sera la même pour deux transformations inverses. C'est-à-dire qu'il va falloir que la matière absorbe autant d'énergie pour passer de l'état solide à l'état liquide, par exemple, qu'elle ne devra en libérer pour repasser de l'état liquide à l'état solide. Voilà qui conclut notre premier chapitre sur les transformations de la matière. Nous avons parlé des transformations physiques. Je vous laisse télécharger la fiche de cours et le QCM dans la description de la vidéo. Et je vous laisse vous entraîner à travers de nombreux exercices. Pourquoi pas regarder la vidéo d'exercice corrigé que voici.